histoire, on est un petit peu, en sciences humaines, on est un petit peu des divas. Donc on préfère que l'attention soit focalisée sur nous plutôt que sur un écran un peu en décalé. Donc je n'ai pas de présentation PowerPoint, je vous prie de m'en excuser. L'histoire des sciences n'a pas en France une tâche facile, tiraillée qu'elle est entre les facultés des lettres et des sciences qui, depuis leur création sous Napoléon, ont une difficulté à collaborer. Ce constat, il est énoncé par Jacques Friedel en préface de la biographie du chimiste, métallurgiste Georges Chaudron, écrite par Pierre Giraldinck, et que vous trouverez dans le catalogue de CNRS Éditions. Alors, contrairement à certains des intervenants qui m'ont précédé à cette tribune, ou à une partie d'entre vous, ici présents, je n'ai pas eu la chance de connaître Jacques Friedel, mais mes travaux sur l'histoire de la recherche et sur l'histoire des sciences me l'ont fait côtoyer assez souvent. Et ce croisement en marge de la vie de Georges Chaudron, ce n'est qu'un exemple parmi une multitude d'autres rencontres. Car Jacques Friedel, vous le savez, il s'est beaucoup exprimé. Il y a eu bien sûr toutes ces publications scientifiques, que pour votre bien, pour le mien, et puis pour celui de sa mémoire, je me garderai bien d'aborder ici. Mes connaissances, mes compétences en physique du solide ou aujourd'hui de la matière condensée étant extrêmement limitées, malgré tous les efforts que vous avez pu produire quand je vous ai rencontré ici, ou bien même à Grenoble. Je fais un petit coucou à Jean-Louis Tolence au passage, mais bon, c'est assez désespérant, je n'ai pas beaucoup progressé. Mais il y a aussi, et j'oserais dire surtout, dans la perspective qui m'amène devant vous aujourd'hui, toutes les occasions qu'il a eues, ou qu'il a prises, de s'exprimer sur la recherche, son rôle, ses enjeux, son organisation, dans notre pays et à l'étranger également. Toutes les occasions qu'il a prises, en fait, de quitter la paillasse, si vous me pardonnez cette image, pour devenir un savant dans la République. Ces déclarations, ces prises de position, tous les témoignages qu'il a donnés et puis les arguments qu'il a avancés constituent un matériau de premier plan pour l'historien qui s'intéresse à l'histoire de la recherche dans notre pays et même à l'international. Elle forme un corpus de sources, comme on dit dans mon métier, que mes collègues et moi avons eu sans doute le tort jusqu'à présent de ne pas encore exploiter à leur juste valeur. Et cette rencontre est peut-être l'occasion de commencer à combler une lacune. Alors je me méfie toujours quand je fais ce genre d'annonce parce qu'après on va me dire chiche bingo, on lance un bouquin sur le parcours de Jacques Friedel. Donc je vais me dépêcher de partir par la sortie de secours une fois que j'aurai fini mon exposé. Un savant dans la République, donc, mais je m'empresse de préciser, et puis cela va sans doute surprendre peut-être a priori ceux qui, comme moi, ne le connaissaient pas, un savant dans une République des lettres. Des lettres. Ne cherchez pas de paroles retentissantes de Jacques Friedel à la radio. Ne vous attendez pas à trouver de sa part une saillie fracassante à la télévision, un média qui ne convenait ni à sa sobriété ni à sa rigueur. Si la télévision était sobre et rigoureuse, ça fait un moment qu'on s'en serait aperçu. Non, ce sont bel et bien des écrits que Jacques Friedel nous a légués, faisant mentir celles et ceux, il en reste encore beaucoup aujourd'hui, y compris et surtout même parmi mes collègues en sciences, j'allais dire molles, mais on va appeler ça les sciences tendres, qui estiment que les scientifiques ne sont pas des femmes et des hommes de plume. Et si les textes publics de Jacques Friedel ne suffisent pas à les convaincre, bien qu'ils soient assez facilement accessibles, je les invite, comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire, à venir passer quelques journées ici au LPS et à se faire montrer, entre autres, tous les fameux petits papiers, on en a vu des exemples, que Jacques Friedel a semés derrière lui et qu'on continue aujourd'hui encore de retrouver. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier toutes celles et tous ceux parmi vous qui ont pris le temps de discuter avec moi dans chacune des 4 ailes du bâtiment, parce que je les ai toutes faites. Enfin, je n'avais pas repéré l'asymétrie que vous aviez mentionné tout à l'heure, mais bon, en tout cas, je les ai toutes faites. Et à chacun des étages, parce qu'eux aussi, je les ai tous faits, avec ma collègue Tiena Lé, qui est là quelque part aussi dans la salle. Donc discuter avec moi et me montrer ces petits, certains, pas tous j'imagine bien, de ces petits papiers. Ou alors pour celles et ceux qui douteraient encore de cet homme de plume, s'ils ne parviennent pas à franchir les portes du LPS pour venir voir ces petits papiers, encore que ça soit assez facile, malgré Vigipirate, c'est assez facile de rentrer ici. Mais ça c'est une question de sécurité, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Ou alors donc je les invite à aller consulter la correspondance de Jacques Friedel, conservée aux Archives nationales à Pierrefitte, dans le nord de Paris, et qui est répartie dans pas moins de 40 cartons
qui compte 4000 correspondants en tout. Oui, je les ai comptés, on nous paye pour ça en histoire. Non seulement je les ai comptés, mais je m'y suis émerveillé en découvrant que Anatole Abraham y côtoyait Raymond Aron, qu'Édouard Balladur y touchait Pierre Bourdieu, que Georges Charpak y rencontrait Jacques Chirac, et que Neville Mott, évidemment Neville Mott, mais y coudoyait François Mitterrand. Parce que les archivistes ont bien fait leur travail à Pierrefitte, avec un registre de classement alphabétique, mentionnant à chaque fois, à chaque ligne d'ailleurs, ce qui est rare en principe lorsqu'on touche aux archives très, très contemporaines, mais qui est systématique dans le cas du fonds Jacques Friedel, lettres manuscrites. Donc un savant dans la République des lettres, dont la relation qu'il a entretenue avec ces lettres permet de comprendre le rôle qu'il a joué dans la République elle-même. Si Jacques Friedel avait cédé aux sirènes des nouveaux moyens de communication, s'il avait mailé ces 15 ou 20 dernières années, ou peut-être plus récemment tweeté, on imagine bien Jacques Friedel tweeter, on ne disposerait pas aujourd'hui d'un tel matériau pour suivre son parcours et puis le cheminement de sa réflexion. Il manquerait toutes ces années, les plus récentes, les plus proches de nous, pendant lesquelles sa parole, on devrait d'ailleurs dire sa plume, a continué de compter. Car contrairement à ce que on peut vous annoncer parfois, la question, c'est une petite parenthèse pour plaider pour ma paroisse, la question de la conservation et plus encore de l'exploitation ultérieure du volume considérable d'informations qui s'échangent aujourd'hui par voie électronique, elle n'est pas du tout réglée au regard de l'histoire. Et puis mes futurs collègues, ceux qui vont entrer dans la carrière, ont beaucoup d'inquiétudes à se faire. C'est pas sûr qu'à l'avenir, on pourra continuer à écrire l'histoire en général, l'histoire des sciences en particulier, avec les mêmes garanties, preuve à l'appui, qu'on le fait aujourd'hui encore. Mais là, je m'éloigne de mon propos et j'en reviens à ma citation introductive de Jacques Friedel. Le système universitaire napoléonien, le cloisonnement des facultés, le poids de cet héritage sur l'organisation de l'enseignement supérieur et de la recherche dans notre pays, jusque dans les années 60 et sous certains aspects, jusqu'à aujourd'hui encore. Alors il y a une dimension, cette fois-ci un petit peu agaçante, de constater qu'un physicien parvient, en une phrase taillée au rasoir d'Occam, à faire une observation qui a épuisé dans notre pays plusieurs générations d'historiens de la recherche. Un petit peu énervant. Parmi ces historiens, certains de mes collègues ont d'ailleurs eu recours à Jacques Friedel pour le plus grand profit de leur projet. D'ailleurs, je songe par exemple à Bernadette Binceau de Vincent, dans le cadre d'une vaste étude traitant de l'histoire de la recherche sur les matériaux, au sein de laquelle le témoignage de Jacques Friedel, il détonne, il est différent, non seulement dans le fond, évidemment, il parle de ses propres recherches, mais dans la forme aussi. Dans la forme, alors que les autres entretiens reposent sur une sorte de succession de questions-réponses, Jacques Friedel, lui, débute par une phrase inattendue. « Je voudrais commencer par quelques remarques générales que m'inspire votre projet. » Et au travers de ces remarques liminaires qui témoignent de sa réflexion, parce que dans son esprit, apparemment, on ne se lançait pas dans une discussion sans y avoir mûrement réfléchi, il parvient à donner un sens à ce travail historique, une nouvelle exigence, insistant sur des notions telles que l'interdisciplinarité, en montrant très clairement, par exemple, qu'il n'a pas été nécessaire d'attendre dans les laboratoires tous les signaux favorables des tutelles dans ce sens pour être en réalité pratiqué au quotidien par les chercheurs. Alors s'il parvient ainsi à apporter de tels éclairages, s'il réussit à donner vraiment de la hauteur, c'est quand même très fort, vous allez interroger quelqu'un, vous avez votre projet, et puis vous arrivez, il dit non, mais je vais d'abord vous dire ce que je pense profondément du sens de votre projet, et puis ça tombe pile poil, ça tombe juste. C'est que Jacques Friedel a été un témoin, et de plus en plus au fil des années, un acteur des évolutions qu'a connues notre recherche, de ses transformations depuis la Libération, et plus encore depuis les années 50 et 60, des années qui coïncident avec la création en 1955 du fameux DEA de physique des solides, et puis par la suite, 4 ans plus tard, du laboratoire qui nous accueille, enfin pas exactement ce laboratoire-là, puisque le bâtiment est construit plus tard, vous l'aurez compris, mais du LPS lui-même. Alors il peut évidemment pas être question pour moi aujourd'hui de vous revenir sur tous les aspects de la réflexion de Jacques Friedel dans ce domaine. Il faudrait pour cela vous rendre compte de l'ensemble des textes qu'il a rédigés, qu'il a publiés et qui remplissent eux aussi, comme sa correspondance, une bonne part des quelques 200 cartons d'archives qu'il nous a légués, qui se trouvent à Pierrefitte, sur lesquels on peut travailler.
Mais leurs intitulés et puis leur diversité croissante, eh bien, à mesure des années, laissent à eux seuls entrevoir l'étendue de cette pensée. Alors, aux premiers écrits centrés sur sa discipline elle-même, sur ses besoins, sur les moyens de les satisfaire, ou sur la seule université accueillant le LPS, on trouve ainsi pas mal de textes plutôt intéressants sur l'enseignement et la recherche à Orsay, succèdent au tournant des années 70 et 80 des articles qui s'appuient sur cette expérience première et en élargissent les perspectives. Ce sont par exemple des remarques sur la politique de la recherche en France au moment où celle-ci est remise sur le métier en 1981 par l'organisation des grandes assises de la recherche, du colloque national de début 82 et puis du vote de la loi d'orientation et de programmation du mois de juillet 82, donc qui a suivi. Un texte sur la formation par la recherche ou un autre sur la place des docteurs dans la société, sur le rôle aussi à côté des universités et en relation avec elles des grandes institutions et établissements scientifiques, le CNRS bien sûr, Alain Schoull en a parlé tout à l'heure, mais aussi les grandes écoles, Normale Sup, Polytechnique, l'Académie des sciences aussi, avec un texte tout simplement captivant sur le positionnement de cette académie. Je cite là encore l'intitulé « Face à l'explosion de la recherche scientifique depuis 1945 ». Et puis, il y a encore les lettres et les humanités, que Jacques Friedel n'oubliait jamais. Leur rôle dans la formation du scientifique, l'importance du latin et du grec, et sans aucun doute, s'il avait pu suivre les évolutions les plus récentes dans ce domaine, et cette volonté un peu d'enterrer les langues dites mortes, le physicien, je pense, n'aurait pas manqué de reprendre une plume aiguisée. Et puis encore ces tribunes qui posent de fausses questions, entre guillemets, fausses questions, pour leur apporter de vraies réponses. Planifier la recherche, est-ce possible, est-ce utile, s'interroge-t-il. Et vous imaginez bien la réponse qu'il y fait. D'ailleurs, cette réponse m'a fait songer à l'un des constats que vous dressez dans votre article, monsieur Alloul, que je ne vois pas là directement, mais que vous avez eu la gentillesse de me communiquer, celui sur les résultats obtenus au LPS et la reconnaissance internationale qui est venue les couronner lorsque vous n'étiez porté que par la volonté d'une compréhension intellectuelle des objets que vous étudiez alors et que personne ne venait vous répéter quotidiennement à quoi ça sert, quelles sont les applications que cela va donner, à quelle échéance, etc. Alors que déjà à l'époque, et malgré tout, des applications, il y en avait, et il y en avait beaucoup. Alors je vous ai fait part, il y a quelques instants, d'un petit agacement, de constater qu'un physicien parvenait à jeter un regard aussi pénétrant sur des questions qui ont, une fois encore, épuisé depuis longtemps les historiens des sciences. Et parce qu'on est des gens un petit peu susceptibles quand même en histoire, j'ai décidé de saisir l'occasion que vous m'offrez pour rejouer cette incompréhension entre les lettres et les sciences dont parle Jacques Friedel et que nous aurait légué, et nous a légué d'ailleurs, nous ont légué les réformes voulues par le Petit Corse, par Bonaparte, enfin qui était Napoléon à ce moment-là, en vous annonçant que depuis tout à l'heure quand même, j'écoute très attentivement chacune des interventions. Et j'en suis arrivé à la conclusion que vous n'avez rien compris à la pensée de Jacques Friedel, ni à son œuvre. Je regarde encore une fois si la porte de sortie est bien prête. Alors avant que vous me flanquiez justement à la porte, je vais vous en apporter la preuve. À plusieurs reprises, vous avez parlé des oscillations de Friedel. Comment donc ? Je peux vous garantir qu'il n'est pas fréquent d'observer en histoire une telle fidélité dans les convictions, une telle volonté de les défendre, depuis le cœur même du laboratoire jusqu'aux instances décisionnaires où Jacques Friedel a été amené à participer, auxquelles il a été amené à participer. Alors, je vous demande, monsieur le directeur, ne parlez plus dans ce labo, interdisez les oscillations de Friedel. On a aussi dit que Jacques Friedel avait un intérêt particulier pour les défauts. Non, je suis désolé, il avait à l'inverse un vrai talent pour repérer les qualités, notamment chez les jeunes scientifiques qu'il a formés, qu'il a orientés, non seulement dans leur carrière, vers l'enseignement, vers la recherche, ailleurs également, l'industrie, mais aussi vers les sujets qu'ils ont explorés et dont ils sont souvent devenus, et puis personne présente dans la salle le montre abondamment, des spécialistes internationalement reconnus. On m'a parlé de défauts, donc fini, plus de défauts. On ne parle plus de défauts au LPS. Ou d'impureté. Impureté, j'ai noté aussi le mot impureté. Alors encore une fois, non. Jacques Friedel avait un attachement sans pareil pour cette science qu'on a longtemps qualifiée de pure, comme le faisait par exemple le père fondateur du CNRS, Jean Perrin, la science pure et désintéressée, mais pas d'une pureté exclusive et retranchée dans sa tour d'ivoire, à l'inverse d'une pureté
constructive, ne s'interdisant pas, bien au contraire, d'entrevoir et d'explorer ces potentielles applications. Alors je vous renvoie cette fois-ci vers Graines de mandarin et vers la place que Jacques Friedel donne à la leçon inaugurale de son grand-père Georges à Strasbourg. La science n'est pas la servante de l'industrie, elle en est la mère. Non, la science appliquée n'est pas un but, elle est un moyen. La mettre au premier rang et en faire la fin de toute notre activité, c'est propter vitam vivendi perdere causas. Vous voyez, parlait du latin, en voilà, c'est du Juvénal dans le texte. Il ne faudrait pas vouloir sauver nos vies, en venir à perdre les raisons que nous avons de vivre. En parenthèse, vous ferez vous-même le lien avec l'actualité, comme quoi le latin, c'est jamais tout à fait mort non plus. Je poursuis la citation. La science a sa fin en elle-même, comme l'art a sa fin en lui-même, et lui demander de se limiter aux sujets dits pratiques, c'est-à-dire à ceux dont on perçoit immédiatement les suites utilitaires, ce serait simplement la couper de sa racine. L'industrie d'ailleurs la suivrait bientôt au tombeau. Je complète cette citation d'une autre pour vous montrer à quel point Jacques Friedel s'inscrit au sein d'une tradition dans sa conception de la science, dans sa conception de la recherche. Non, 3 fois non, il n'existe pas une catégorie de sciences auxquelles on puisse donner le nom de science appliquée. Il y a la science et les applications de la science liées entre elles comme le fruit à l'arbre qu'il a porté. Cette saillie appartient, vous la connaissez peut-être, à Pasteur. Pasteur, en effet. Alors, pour Jacques Friedel, surtout, ne venez plus me parler d'impureté, c'est fini aussi. J'ai également entendu que Jacques Friedel a témoigné d'un intérêt tout particulier pour la surface. J'espère vous avoir rappelé, au contraire, quelle profondeur atteignait sa réflexion. Donc c'est fini, pareil, interdiction de parler de surface dorénavant au LPS. On a aussi évoqué, dans le même fil, les dislocations de Friedel. Non mais il faudra un moment que vous soyez sérieux. Dislocation, la séparation des diverses parties d'un tout. Alors qu'au contraire, Jacques Friedel a tant œuvré au rapprochement, à la mise en contact, et sans même parler des femmes et des hommes, regardez les institutions. Le LPS, une œuvre commune avec Raymond Castin, André Guigné, ou le rôle qu'il a joué, Alain Choul en a parlé, d'autres l'ont évoqué ensuite, dans la création des laboratoires associés en 1966, qui a été une des réformes les plus capitales, voire la plus capitale dans l'histoire récente pour le rapprochement du CNRS et de l'université. Le seul mot que je veux, ou que je peux éventuellement vous concéder, que j'ai entendu aussi, c'est celui de clivage. Clivage, car il m'a semblé que la rencontre avec Jacques Friedel était d'une certaine manière clivante. À l'évidence, pour celles et ceux qui ont eu le bonheur de le rencontrer, il y a eu un avant et un après dans leur carrière. C'est le seul mot que je vous laisserai. Une rencontre, justement, j'aimerais pour conclure vous remercier de votre invitation, car elle m'a permis pendant plusieurs mois, par intermittence certes, mais toujours en toile de fond, de vivre un peu dans la pensée, de rester, de séjourner dans la pensée de Jacques Friedel. Une pensée qui ne m'était pas familière a priori, je l'ai dit, n'ayant jamais travaillé auparavant sur cette grande personnalité de la recherche scientifique, ne l'ayant pas connue, contrairement à plusieurs d'entre vous, tout en l'ayant quand même croisé au fil de mes travaux, je l'ai abordé avec un regard plutôt néophyte. Mais j'aimerais aussi vous faire part du sentiment que j'ai eu avec ce regard néophyte à mesure que je fréquentais cette pensée. Une grande figure de notre histoire récente, vous la reconnaîtrez, je vous rassure, a pu écrire en introduction de ses mémoires: toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Il s'agit bien sûr du général de Gaulle. Eh bien, à mesure que je parcourais les archives de Jacques Friedel, j'ai constaté qu'il aurait pu écrire de manière similaire: toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la science. Et je crois qu'il est de notre devoir vraiment de continuer d'entretenir, d'étudier, de promouvoir cette idée, pas seulement pour la mémoire de Jacques Friedel, mais pour le plus grand bien de la science elle-même, à laquelle il a consacré toute son existence. Voilà, je vous remercie beaucoup.